Bonjour à tous, Russell Chaban, je travaille à Clermont-Ferrand. Je remercie le comité d'organisation pour l'invitation. Donc, pour vous parler des biomarqueurs cérébraux dans le contexte de l'arrêt circulatoire, je me cantonnerai à la population adulte et les biomarqueurs moléculaires. Les conflits d'intérêts en rapport avec cette présentation, donc à titre individuel, laboratoire Roche et au sein du service laboratoire Biomérieux sur des dosages de biomarqueurs, particulièrement la protéine S100 bêta. Donc les biomarqueurs, ce sont des molécules qui peuvent être mesurées et qui vont retranscrire des éléments physiologiques, pharmacologiques ou physiopathologiques et qui permettent d'évaluer l'étiologie, la susceptibilité, le niveau d'activité, la progression d'une maladie. Donc c'est utilisé dans différents champs de la médecine, depuis la médecine prédictive, le diagnostic, le pronostic, la sensibilité à des traitements, la définition de sous-population de patients au sein d'une même maladie, le monitoring de pharmacologique notamment. Sur notre champ, la neuroréanimation, les éléments importants, c'est notamment, grâce à une mesure initiale, pouvoir catégoriser une pathologie avec des sous-groupes, définir un phénotype pour la probabilité de réponse à un traitement. C'est des mesures dynamiques, pharmacologiques de réponse biologique à un traitement. Et c'est bien sûr les éléments pronostiques à partir d'une mesure initiale et essayer de catégoriser, là encore, l'évolution probable d'un patient et de l'histoire naturelle de sa maladie. Et c'est particulièrement ce qui a été développé avec une littérature assez riche dans le cadre de l'arrêt cardiaque. Donc l'arrêt cardiaque, de quoi on parle? Donc c'est un syndrome qui a des pronostics qui sont médiocres. Les pronostics sont évalués dans cette pathologie par le score CPC avec des mauvais pronostics définis comme des CPC 3 à 5, des patients donc décédés en état végétatif ou avec un handicap majeur, une perte d'autonomie. Ces pronostics sont cependant variables d'un point de vue épidémiologique en fonction de la présentation initiale, depuis des pronostics favorables dans environ 60% des cas sur des rythmes choquables avec massage cardiaque initiaux, jusqu'à environ 10% sur des rythmes non choquables. Donc c'est assez variable et il va falloir essayer de positionner individuellement un patient sur ces éléments épidémiologiques. Donc c'est un vrai défi, hein. Il y a beaucoup de patients post-arrêt cardiaque qui arrivent dans nos services puisque la réanimation préhospitalière a fait d'importants progrès. Ces patients arrivent avec une présentation syndromique identique sous la forme d'une encéphalopathie ou d'un coma et hormis la phase de stabilisation qui va durer au maximum quelques heures, quelques jours, très rapidement va se poser la question du pronostic et de la temporalité, de essayer à tout prix d'éviter bien sûr une obstination déraisonnable, mais ne pas aussi se tromper sur cette pronostication, mettre en place notamment des limitations thérapeutiques chez les patients qui auraient pu bien évoluer si on avait pu attendre. Et puis de l'autre côté, essayer de prévenir aussi le handicap, bien sûr, à long terme. Donc, de quoi décèdent ces patients? Dans cette étude avec plus de 1000 patients qui a quelques années maintenant, heureusement, on voit que les décès sont majoritairement liés à des arrêts thérapeutiques pour cause neurologique et durant les années, c'est avant les recommandations de 2015, ces limitations avaient volontiers lieu dans les 72 premières heures, probablement très précocement, et on peut imaginer que chez ces patients, il y en a très certainement certains, et c'était le sens du papier un peu iconoclaste, qui auraient évolué favorablement. Ce pourquoi on a besoin de s'entourer de différents éléments pour pronostiquer à la fois l'examen clinique, les éléments neurophysiologiques, d'imagerie, mais bien sûr les biomarqueurs, et c'est sur quoi je vais insister. Et les recommandations donc, de l'ILCOR 2015 sont venues un petit peu pour ça, pour éviter à tout prix ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, des arrêts thérapeutiques indus, trop précoces, avec cet algorithme progressif qui s'est astreint, et c'est essentiel à avoir une spécificité de 100%, c'est-à-dire éviter à tout prix les faux positifs, mais au prix, bien sûr, d'une sensibilité faible, avec une zone grise importante et beaucoup de patients qui, malheureusement, conservent un pronostic défavorable malgré le suivi de cet algorithme. Alors, les biomarqueurs cérébraux, il y en a beaucoup. Ils peuvent donner des informations à différents niveaux, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, au niveau du tissu de soutien glial, au niveau neuronal, au niveau cytosquelettique, notamment axonal,
ou des phénomènes de mort cellulaire apoptotique. Ils ont chacun une cinétique propre qui est donc variable en fonction de chaque biomarqueur, avec des biomarqueurs très précoces qui apparaissent et ont une clairance rapide dans les 24 premières heures, des biomarqueurs un petit peu plus décalés suite à l'agression cérébrale dans les 12 à 48 heures, et des biomarqueurs qui apparaissent au-delà de 48 heures. Il est important de connaître ces cinétiques quand on se sert d'un biomarqueur pour savoir à quel moment a lieu le dosage et quelle information en fonction de sa cinétique on va pouvoir en tirer, bien entendu. Également, faire attention à leur spécificité cérébrale, ils ne sont pas tous spécifiques, à la matrice qui a été utilisée dans les études où ils sont mentionnés. Également, dans quelle pathologie, puisque, on le verra dans les topos suivants, toutes les pathologies ont des stratégies de pronostic, possiblement où les biomarqueurs interviennent, donc c'est important de voir sur quoi on se base. Les techniques de dosage également, qui peuvent donner des résultats différents en fonction de ces techniques, les types de population, les cohortes, et puis vérifier bien sûr qu'il n'y ait pas de collinéarité, c'est-à-dire que finalement, deux biomarqueurs ne donnent pas la même information physiopathologique. Les avantages, c'est qu'ils sont objectifs, ils ne sont pas sensibles à la sédation, à la différence de l'examen clinique ou de l'électrophysiologie. Ils sont faciles d'accès, particulièrement au niveau plasmatique. Ils sont généralement automatisés sur des automates de laboratoire, donc ils n'ont pas besoin d'expertise particulière. Et ils ne doivent absolument pas être influencés par la stratégie de contrôle ciblé de la température, pour lequel, effectivement, les recommandations préconisent des marges assez larges. Les désavantages, c'est qu'il n'y a pas de standardisation des dosages en France et même internationalement. Donc ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de standardisation des valeurs seuil non plus. Il y a des possibles facteurs confondants qu'il faudra rechercher à chaque instant. Ce pourquoi il paraît tout à fait raisonnable de faire des mesures répétées pour éviter à tout prix d'être tombé sur une valeur outlier qui peut faire prendre une mauvaise décision, ce qui augmente les coûts, et bien sûr la possible origine extracérébrale qu'il faut prendre en compte, qui est également un facteur confondant. Donc bien se servir des temps recommandés pour chaque biomarqueur, et bien sûr les intégrer dans l'algorithme où il y a également d'autres paramètres qui entrent en compte dans le processus décisionnel. Les recommandations de l'ILCOR vont être mises à jour, la publication va sortir dans quelques semaines. Ce pourquoi Sandroni et collaborateurs ont réalisé une revue systématique d'études récentes depuis l'ère du contrôle ciblé de la température. Vous savez que c'est une pratique à peu près depuis courant des années 2000, où on a des populations de patients qui sont relativement conséquentes, où également on a volontiers des études multicentriques internationales, ce qui permet de gommer les effets centres en termes de pratique et de techniques de dosage, avec des pronostics qui sont, pour certaines grosses études, à 6 mois, donc un délai qui paraît raisonnable, probablement plus raisonnable que la sortie de l'hôpital, qui est souvent, on l'a mentionné dans certaines études, et c'est probablement trop précoce. Et les biomarqueurs d'intérêt qui ont été retrouvés au niveau de ces dernières années, donc c'est ceux-là, donc particulièrement des informations sur la NSE, la S100 bêta, et d'autres biomarqueurs que j'évoquerai après. La NSE, donc neurone spécifique kénolase, c'est un marqueur neuronal avec une demi-vie assez prolongée de 30 heures, qui est également présent dans les cellules neuroendocrines et les globules rouges, avec une cinétique plutôt subaiguë, on l'a vu juste avant, pour lequel il peut y avoir des interférences, notamment cancer pulmonaire à petites cellules, bien sûr, mais également des situations d'hémolyse, qu'il ne faudra pas méconnaître parce qu'elles sont possiblement fréquentes dans ces situations post-arrêt cardiaque, notamment l'hypothermie, l'hémorragie et l'assistance circulatoire. Et dans ces situations, il faudra prendre les valeurs avec grande prudence, particulièrement les valeurs élevées. C'est une molécule qui est assez répandue sur les automates de laboratoire de par sa spécificité oncologique, pour laquelle malheureusement les taux sont variables en fonction des laboratoires et des techniques de dosage, en sachant que les automates les plus fréquents dans le monde pour ce dosage, c'est les automates Roche et Brahms. Donc, il faudra connaître l'automate qui est utilisé par votre laboratoire. Les seuils sont mal définis. Et c'est une molécule qui est utilisée pour la pronostication post-arrêt cardiaque depuis 2006, suite aux recommandations de la Société américaine de neurologie, pour lequel un seuil avait été mentionné à 33 microgrammes par litre entre 24 et 72 heures. Ce seuil, malheureusement, reposait sur une seule étude où il n'y avait pas de contrôle ciblé de la température. Et quand on applique ce seuil sur des données plus récentes à 33 degrés,
on voit qu'il y a jusqu'à 29% de faux positifs, ce qui est bien sûr tout à fait intolérable dans cette situation de décision très lourde. Et on a des cas cliniques de bons pronostics avec des taux très élevés, ce qui correspond probablement à des problèmes de dosage préanalytique ou analytique, mais qu'il faut prendre en compte puisque ça arrive malheureusement, ce qui plaide pour des mesures sérieuses, plusieurs mesures pour prendre la meilleure décision. Ces problématiques de faux positifs, on les voit dans ces papiers, donc avant contrôle ciblé, avant l'hypodermie thérapeutique et depuis. C'est très variable en fonction des études et ces faux positifs peuvent être très très élevés, ce qui est bien sûr inacceptable. Et puis la problématique de la sensibilité, on l'a dit, la zone grise, hein, on est sur les sensibilités aux alentours de 50%, donc c'est très très médiocre et probablement que l'avenir essaiera de progresser à ce niveau-là. Concernant la NSE, des données récentes, alors ces données sont issues de l'étude TTM, que vous connaissez sûrement, qui a été publiée en 2013, quasiment 1000 patients multicentriques internationales sur 2 stratégies de contrôle ciblé de la température, 33 versus 36 degrés, sur laquelle des études ancillaires ont été réalisées, donc notamment celle-là, chez 700 patients. Il y a eu un dosage systématique à H24, H48, H72 sur automate COBAS de différents biomarqueurs dont la NSE, avec un pronostic qui était le critère de jugement principal de l'étude à 6 mois, donc quand même à distance, ce qui est assez intéressant en termes de capacité de récupération. On voit que concernant la NSE, quelle que soit la stratégie de contrôle ciblé, elle se comporte de la même façon. Hein. On voit c'est les 2 niveaux de contrôle ciblé, 33 versus 36 degrés, entre les bons et les mauvais pronostics, avec l'apparition d'une différence à partir de 48 heures sans chevauchement et qui est maintenue à 72 heures. Des courbes ROC qui, à partir de 48 heures, ont une aire sous la courbe supérieure à 0,80, donc qui est acceptable, avec une superposition, là encore, des stratégies thérapeutiques 33 versus 36 degrés, donc ce qui correspond à nos champs de pratique en fonction de ce qu'on fait préférentiellement chez les patients, et des courbes ROC qui sont identiques à H48. De manière intéressante, il existe un continuum mécanistique entre l'augmentation de NSE et les lésions ischémiques, j'ai envie de dire heureusement, mais cette étude le prouve, sur des lésions ischémiques en IRM de diffusion, mais également sur une analyse histologique de patients qui ont eu une autopsie avec une corrélation entre les niveaux de lésions ischémiques et les niveaux de NSE. La NSE, donc, on l'a dit, il faut essayer d'avancer sur la partie sensibilité. Là, ces auteurs se prononcent sur un seuil de limite inférieure dans lesquels on peut évoquer un bon pronostic, donc inférieur ou égal à 17 microgrammes par litre. Le mauvais pronostic sera plutôt évoqué sur des concentrations élevées sans qu'il soit difficile d'évoquer un seuil, on en parlera un petit peu après, et dans une situation où les taux sur ces analyses sériées H24, H48 et H72 vont augmenter, ce qui est en faveur d'un mauvais pronostic neurologique. Si on compare différentes matrices, on peut imaginer que des dosages directement dans le LCR pourraient être intéressants. Cette étude a regardé cet aspect. On voit que le comportement est identique entre des bons pronostics et des mauvais pronostics entre le LCR et le sang, avec une apparition dans le LCR un petit peu plus précoce, ce qu'on arrive à concevoir au niveau physiopathologique, donc dès J1 où ces valeurs dans le LCR augmentent. Donc on pourrait envisager, et c'est également possiblement un intérêt pour le futur, d'avoir des pronostics plus précoces. Cependant, on a besoin de faire un geste invasif pour le réaliser, et là encore, compte tenu des interférences possiblement de dosage qui peuvent exister dans le LCR aussi, on partirait sur des analyses répétées, ce qui semble probablement un peu difficile dans ce contexte en pratique courante. La protéinase 100 bêta, donc c'est un marqueur glial, une demi-vie qui est brève, de 2 heures, ce qui paraît conceptuellement pourrait être intéressant en termes de précocité, puisque cette cinétique donc est rapide, un pic dans les 24 heures. Elle est également présente dans les cellules adipeuses et les muscles, donc ce qui peut être des interférences, bien entendu. C'est pas forcément répandu sur tous les automates, même si ça se développe dans le contexte de la traumatologie crânienne mineure pour les services d'urgence. Et les seuils de mauvais pronostic sont très très variables dans l'arrêt cardiaque pour cette molécule.
Dans ce papier, donc, il s'est également intéressé à la cohorte de patients de l'essai dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'essai TTM. Les performances de la S100 à partir de 48 heures sont médiocres. Hein, vous voyez sur sur la courbe qui sont beaucoup plus faibles que les autres biomarqueurs. Donc c'est très médiocre en comparativement à la NSE bien sûr. Et on voit que d'autres biomarqueurs, là dans cet essai, c'était protéine tau et NFL, hein, donc c'est les chaînes légères de neurofilaments, paraissent particulièrement intéressants, notamment la NFL. C'est des molécules protéine tau et NFL qui sont peu sensibles à l'hémolyse, donc c'est intéressant d'avoir des facteurs confondants limités. Il faut cependant des dosages spécifiques pour la NFL, hein, puisque c'est des concentrations très faibles en picogrammes par litre. Donc il faut voilà, des techniques de dosage un petit peu particulières. Et les auteurs avaient retrouvé des éléments de spécificité à 98% à H72 avec une sensibilité à 73%, ce qui plaçait ce biomarqueur bien au-dessus de l'ensemble des marqueurs utilisables en pronostication, y compris les marqueurs cliniques, électrophysiologiques ou d'imagerie. Et permettait également une bonne discrimination entre les catégories de CPC. On voit une zone grise qui est relativement limitée grâce à ce biomarqueur NFL. Donc, c'est peut-être un biomarqueur d'avenir dans cette situation. Ce biomarqueur, alors, il est connu hein, du domaine des neurosciences cliniques puisque il est effectivement intéressant de par sa cinétique. Il est précocement détecté à des seuils élevés, mais il continue à augmenter pendant environ 2 semaines, donc il traduit très certainement des lésions secondaires, de lésions axonales, et ça pourrait être la cible de thérapeutique de traitement neuroprotecteur. C'est d'ores et déjà utilisé dans la sclérose en plaques pour la surveillance de la maladie, mais également pour surveiller l'efficacité de traitements immunomodulateurs utilisés en pratique courante dans la sclérose en plaques. Donc c'est peut-être dans notre thématique également un biomarqueur d'avenir. À titre anecdotique, mais c'est peut-être aussi un petit peu le futur, les micro-ARN, vous savez, c'est des facteurs de modulation de la transcription génique, ont également été testés sur la cohorte de patients TTM. Alors, c'est assez anecdotique pour l'instant, mais voilà, peut-être c'est déjà d'ores et déjà utilisé, notamment en oncologie. Donc, on verra peut-être ça arriver dans les prochaines années. Pour avancer, il va falloir que notre spécialité prenne le champ de la médecine de précision, de la médecine personnalisée, comme c'est déjà le cas, on l'a dit, en oncologie et dans d'autres spécialités, notamment la cardiologie où ça apparaît, puisque les essais thérapeutiques avec un traitement identique pour tous les patients ne fonctionnent pas, y compris chez nous. On est très démunis vis-à-vis de ces essais et il va falloir probablement définir dans nos populations de patients qui présentent des syndromes particuliers, des sous-populations, des phénotypes différents et les biomarqueurs pourront nous aider pour redéfinir la nosologie, la physiopathologie, essayer de trouver des cibles thérapeutiques dédiées. Dans ce sens-là, on peut citer cette étude. Alors, il y a peu d'essais dans ce sens. Dans ce sens, il y a un essai. Donc, il y a les essais bien sûr sur la thrombectomie. Hein. Vous savez que la thrombectomie n'avait pas de bénéfice démontré avant qu'on ait sélectionné les patients. À partir du moment où on a sélectionné les patients sur des données d'imagerie, ce traitement est devenu très intéressant. Donc, c'est un petit peu ce concept-là. Là, dans cette étude, les auteurs ont comparé 2 stratégies post-arrêt cardiaque de contrôle du CO2 avec une hypercapnie modérée dans un but d'optimisation du débit sanguin cérébral. Ils avaient pris comme critère de jugement principal intermédiaire d'efficacité la NSE et dans cette étude qui était une étude de phase 2, on voyait que ce biomarqueur, il y avait un effet sur ce biomarqueur de la stratégie, donc avec un intérêt potentiel. Et il y a donc une phase 3 qui a débuté, hein, c'est l'étude de TAME, qui est multicentrique internationale, sur cette thématique. Pour aller plus loin, donc ça c'est bien sûr le futur, mais ça commence à apparaître également en oncologie, la stratégie omique avec une analyse multiniveau pour, là encore, redéfinir les sous-populations de patients, des profils particuliers, définir de nouveaux biomarqueurs et des nouveaux médicaments. Mais ça, ce ne sera pas avant quelques années dans notre spécialité. Les recommandations de l'ILCOR, donc elles sont en prépublication sur le site de l'ILCOR, elles seront publiées officiellement dans quelques semaines. Donc les nouveautés concernant les biomarqueurs, c'est que c'est la NSE qui est préconisée comme biomarqueur
à réaliser dans les 72 heures post-reprise d'une activité circulatoire spontanée, sans qu'il y ait malheureusement de consensus concernant une valeur seuil. Il y a une valeur seuil quand même qui est évoquée, mais il faut la prendre avec précaution. Il ne faut pas utiliser la S100 bêta compte tenu des quelques éléments que j'ai évoqués avant dans cette indication. Il ne faut pas utiliser non plus, pour l'instant en tout cas, les marqueurs qui sont un petit peu prometteurs qu'on a évoqués, puisqu'il faut répliquer les données, les valider dans d'autres cohortes. Malheureusement, donc ces recommandations sont d'un niveau de preuve qui reste bas. C'est vrai que c'est très difficile de ne pas de ne pas avoir un biais de prophétie autoréalisatrice sur cette thématique du pronostic, puisque par définition, les tests ne peuvent pas être en aveugle. Et c'est intéressant, les auteurs spécialisés dans cette thématique regardent aussi l'évolution des patients dans des sociétés où les pratiques de limitation notamment sont plus faibles, avec des données assez intéressantes, puisque la mortalité, c'est un vrai problème. Le CPC5, finalement, il faudrait l'exclure de mauvais pronostics, puisque généralement, ces décès sont induits par des limitations thérapeutiques, en tout cas dans les pays européens ou anglo-saxons américains. Utiliser des mesures répétées, sérielles, et ce qui sera un marqueur de probabilité de mauvais pronostic, ce sera une augmentation de la NSE entre 24, 48 ou 72 heures, associée à des valeurs élevées à 48 et 72 heures. L'algorithme qui sera donc très probablement retenu pour ces nouvelles recommandations, il a été simplifié, et c'est tant mieux, parce que l'autre était parfois un peu compliqué, avec des seuils qui ont quand même été mentionnés à 60 microgrammes par litre, à 48 et ou 72 heures, en faveur d'une probabilité de mauvais pronostic, en sachant bien sûr qu'il faut plusieurs éléments, pas uniquement des valeurs biologiques. En conclusion, donc, se méfier à tout prix dans cette thématique de pronostication de la prophétie autoréalisatrice. C'est inhérent à toutes les études sur la thématique, et progresser sur la sensibilité, puisque on est encore trop limité pour essayer d'anticiper des bons pronostics, et on est vraiment limité pour donner des informations aux proches vis-à-vis de cette probabilité-là. Et puis, pour aller plus loin également, à travailler sur la récupération, la trajectoire de récupération cognitive. Vous l'avez vu, le score CPC, il est assez simple, avec cette dichotomie bon versus mauvais pronostic, mais il y a obligatoirement un chevauchement, comme on le voit dans toutes les pathologies. Donc, l'arrêt cardiaque ne déroge pas à ces éléments-là. Voilà, je vous remercie. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, vous encourager bien sûr à participer, virtuellement en tout cas, au congrès Euroneuro, et évoquer également cette journée dans le cadre d'un congrès sur les spreading depolarization qui est organisé par Lyon, notamment Baptiste Balanca, avec une journée en accès Internet gratuit sur ce site. Voilà, donc je vous encourage dans ce sens. Je vous remercie.